Salut tout le monde, aujourd'hui nouvelle vidéo sur les fonctions arithmétiques et plus précisément les fonctions multiplicatives. Donc c'est un sujet de centrale 2020 en mathématiques qui est tombé. Donc effectivement c'est un sujet plutôt d'algèbre, mais il y a des questions d'analyse. Donc voici la première partie de l'énoncé. Et voici la deuxième partie de l'énoncé où les séries de Dirichlet transforment le problème en une application d'analyse avec effectivement des applications à la fonction de zeta de Riemann en bonus. Donc voilà pour l'énoncé. N'hésitez pas à mettre sur pause, à lâcher un petit like si la vidéo vous est utile et ensuite je vais passer directement à la correction. Donc, question 1, première question, donc on va vérifier que delta c'est bien le neutre pour la loi de composition étoile. Donc on prend n dans une étoile, f une fonction arithmétique, et donc si d divise n avec d non nul, c'est qu'il existe k appartenant à n tel que n sur d égale k, donc c'est la définition de la divisibilité. Donc f delta, f étoile delta évalué en n, ça fait du coup la somme des d divisé en n des f de d delta n sur d, donc en remplaçant n sur d par k, qui existe par hypothèse, on obtient f de d fois delta de k, donc ça fait au final fn fois delta de 1, puisque delta est nul partout sauf quand l'argument est égal à 1. Donc il y a juste le terme k égale à n qui divise effectivement n. Et donc on obtient du coup que comme delta de 1 vaut 1 aussi, on va obtenir que f étoile delta évalué en n, ça va faire f de n. De la même manière, on a delta étoile f évalué en n qui vaut f de n. Donc tout cela, ça montre que les fonctions delta étoile f étoile delta et f, elles coïncident sur n étoile. Donc c'est l'ensemble sur lequel elles sont définies. Donc f, c'est bien f étoile delta, c'est delta étoile f, ce qui veut dire que delta, c'est bien un neutre pour étoile sur A, et comme le neutre est unique, eh bien, c'est bien le neutre pour étoile sur l'ensemble des fonctions arithmétiques. Donc on est parti pour cette deuxième question. Donc on veut faire un changement de variable dans la somme. Donc pour ça, il faut introduire une application qu'on va montrer être bijective. Donc cette application va prendre d1, d2 de Cn, donc la fonction qui a ce couple d1, d2 va associer d1, donc la première composante, qui est effectivement dans dn, donc il faut le justifier. Une telle application, elle est bien définie, puisque si d1 et d2 est dans Cn, par définition n égale d1, d2, et donc d1 va diviser n. Une telle application, elle est bijective. Pourquoi? Parce que sa réciproque, elle est facilement trouvée. C'est que si j'ai d1, eh bien, donc d1 de dn, eh bien, en récupérant d1 et n sur d1, je récupère le couple d1 d2, puisqu'effectivement n sur d1 vaut bien d2 ici. Donc voilà, on a une application qui est du coup bijective, et donc on peut faire un changement de variable dans la définition de f étoile g évalué en n, et obtenir le résultat voulu. Question 3, on remarque que l'application qui a D1, D2 de Cn va associer D1, D2 de Cn. En fait, l'application qui permute les deux composantes, elle est bijective de réciproque elle-même. Donc si je prends fg de fonctions arithmétiques et n dans n étoile, en utilisant le résultat de la question 2 et en appliquant le changement de variable sur la somme, j'ai f étoile de g évalué en n, qui vaut du coup la somme des D1, D2 dans Cn, f de D1, g de D2. Là, je fais le changement de variable, donc j'ai f de D2, g de D1. Et comme f de d2, g de d1, c'est des complexes, en fait la multiplication elle est commutative, donc en fait on a g de d1, f de d2, et au final on récupère, ça c'est exactement la définition de g étoile f évalué en n. Donc on montre que f étoile g coïncide avec g étoile f sur n étoile. Or ces fonctions elles sont définies que sur n étoile, et vu que c'est vrai pour tout f et g, c'est que la loi étoile est bien commutative sur l'ensemble des fonctions arithmétiques. Donc allons-y pour la question 4, on prend FGH, donc trois applications multiplicatives, et on va faire un changement de variable. Donc on considère l'application qui a D1, D2, D3 de Cn', donc l'ensemble des D1, D2, D3 tel que le produit face n. Et donc cette application-là, elle s'envoie sur D1, D2, D1, D1, D2, qui est bien dans l'ensemble des DE tels que D divise n et E divise n. Donc allons-y, une telle application elle est clairement bijective, mais donc f étoile g étoile h de n, ça fait quoi? Ça fait l'ensemble des
D qui divise n de f étoile g de D fois donc h de n sur D. Ensuite on remplace avec la définition de f étoile g évaluée en D, ça donne l'ensemble donc des E qui divisent D, des f de E, g de E sur D, h de n sur D, etc. etc. Et donc on a f de E, g de D sur E, h de n sur D, où D divise n et E divise D. Donc on utilise l'application phi pour faire un changement de variable, on récupère cette égalité-là. Et de la même manière, f étoile g étoile h évalué en n, qu'est-ce que ça donne? Ça donne à peu près la même chose, donc d divise n, e qui divise n sur 2, des f de d, g de e, h de n sur de. Donc si on pose d1 égale d, d2 égale à e, d3 égale n sur de, on a bien d1, d2, d3 qui vaut bien n, d1 qui divise n, et par hypothèse d1, d2, c'est-à-dire de qui divise bien n, puisque on a e qui divise n sur d, donc de divise n. Donc on peut aussi faire le changement de variable et remarquer que f étoile g étoile h de n vaut donc exactement la même chose, c'est-à-dire la somme des d1, d2, d3 dans Cn', de f de d1, g de d2, h de d3. Donc on a bien f étoile g étoile h évalué en n qui vaut f étoile g étoile h évalué en n. Donc on a montré pour toutes donc les fonctions coïncident, elles sont égales, et donc on a montré pour toutes f g h que f étoile g étoile h était égal à f étoile g le tout étoile h, ce qui montre que l'associativité de étoiles sur l'ensemble des fonctions arithmétiques. Question 5, donc en ce qui concerne la loi étoile, on a montré que étoile admettait un neutre donc qui s'appelait delta. On a montré que étoile était commutative, associative. De plus, A+, c'est un groupe abélien car plus est associative. Elle admet un neutre, la fonction multiplicative nulle, et tout élément f qui appartient à A admet un inverse qui est moins f. Il reste à montrer que étoile est distributive sur plus pour obtenir que c'est un anneau. Pour cela, on considère FGH donc dans A et N dans N étoile. F plus G, le tout étoile H, qu'est-ce que ça donne? Ça donne, par définition, la somme des D qui divise N de F de D plus G de D, H de N sur D. Ensuite, on développe à l'intérieur, parce que c'est un produit donc complexe. Donc, et ensuite, on coupe la somme en deux. Donc, on a la somme des D qui divise N, F de D, H de N sur D, de la même manière, G de D, H de N sur D. Et donc on récupère F étoile H de N plus G étoile H de N, ce qui montre en fait que F plus G, le tout étoile H, ça fait F étoile H plus G étoile H. Et donc on a bien la distributivité de étoile sur plus, et donc A plus fois, parce que pour toutes les raisons qu'on a montrées au-dessus, A plus fois c'est un anneau qui est commutatif. Question 6, donc on prend f et g deux fonctions multiplicatives et on suppose que f et g donc, coïncident sur l'ensemble des p puissance k, où p c'est un nombre premier et k c'est un entier naturel non nul. Et on doit montrer qu'alors f égale à g, pour ça on va montrer que f et g coïncident sur n étoile. Donc si n égale à 1, on a f de 1, c'est quoi? C'est f de 1 au carré. Donc vu que 1, le PGCD de 1 avec lui-même c'est 1, ça fait, comme f est multiplicatif, ça fait f de 1 fois f de 1, ça fait f de 1 au carré. Donc f de 1 égale à 1, puisqu'on exclut le cas f de 1 égale 0. Et de la même manière, on a g de 1 égale à 1, donc vu que g est multiplicatif, donc c'est que f de 1 égale g de 1. Maintenant, si n est supérieur ou égal à 2, on peut écrire n avec la décomposition des facteurs premiers. On écrit n égale le produit des PI alpha i, où PI c'est des nombres premiers entre eux, et alpha i c'est les multiplicités associées à chaque nombre premier. Donc ce sont des entiers naturels non nuls. F de n, vu que n c'est le produit des PI alpha i, on remplace, ça fait f du produit des PI alpha i. Or, f étant multiplicatif, on peut transformer donc f du produit, le produit des f, on le fait, et on a supposé l'hypothèse que f de p puissance k égale g de p puissance k, donc f de pi puissance alpha i, pour tout i, ça va faire g de pi puissance alpha i. Et maintenant, on va raisonner exactement de la même manière, mais dans l'autre sens, pour remonter à g de n. Donc vu que g est multiplicatif, on peut rentrer le produit à l'intérieur du g. Et maintenant, ça c'est la décomposition de n, et donc on a récupéré f de n égale g de n. Donc f et g coïncident sur une étoile, donc c'est que f égale à g, et donc si f et g sont multiplicatives, pour montrer que f égale à g, il suffit que pour tout nombre premier p, si pour tout k dans n étoiles, f de p puissance k égale g de p puissance k, en fait on a que f égale à g. Question 7, donc on s'interroge sur la fonction pi, et on va montrer qu'elle est bien définie et qu'elle réalise une bijection entre dn et dm. Par définition, est-ce qu'elle est bien définie? On prend d1 et d2 dans dn, dm.
Par hypothèse, D1 divise D, D2 divise M, donc N s'écrit sous la forme K1 D1, M égale K2 D2, donc NM c'est K1 K2 D1 D2, et donc NM peut s'écrire sous la forme K' D1 D2, donc D1 D2 divise bien NM, et donc D1 D2 appartient bien à D de NM, et donc pi elle est bien définie. En ce qui concerne l'injectivité, on prend D1, D2 dans Dn, Dm et D3, D4 de Dm, Dn. Et on va supposer que pi de D1, D2 égale pi de D3, D4 et montrer que D1, D2 vaut D3, D4, c'est-à-dire que D1 vaut D3, D2 vaut D4. Donc par hypothèse, pi de D1 égale pi de D3, D4, ça veut dire que D1, D2 égale D3, D4. Ainsi, ça veut dire que D3 divise D1, D2, donc ça c'est un argument classique. Quand on a une égalité, il faut souvent utiliser le fait que D3 divise D1, D2. Maintenant, N et M sont premiers entre eux, donc N et M n'ont pas de facteur premier en commun. De plus, D3 divise N, D2 divise M avec donc le PGCD de N et M qui vaut 1. Donc D3 et D2 n'ont pas non plus de facteur premier en commun. Donc D3 et D2 sont premiers entre eux. Mais donc par l'M d'Euclide, on a D3 qui divise D1, D2 et D3, donc le PGCD de D3 et de D2 qui vaut 1. Donc c'est que D3 divise D1. De la même manière, on montre que D1 divise D3, ce qui donne qu'en valeur absolue, D1 vaut D3. Mais D1 et D3 sont dans N, donc c'est que D1 égale D3. De la même manière, on montre que D2 égale D4. Quoique, en fait, même pas la peine de raisonner de la même manière, il suffit de remplacer dans l'égalité D1 égale D3 et on récupère D2 égale D4. Et donc on a montré l'injectivité de pi. En ce qui concerne la surjectivité, on prend Q dans D NM, donc par hypothèse Q divise NM, et on introduit la décomposition en facteur premier de N, donc on a de N et de M, on a N le produit des PI alpha I, M le produit des QJ bêta J, et donc on va écrire la décomposition en facteur premier de Q. Comme Q divise NM avec donc le PGCD de N et M qui vaut 1, on peut écrire avec éventuellement des facteurs nuls que Q c'est le produit donc des PI alpha I prime fois le produit du coup des QJ bêta J prime. Donc on pose D1 égale le produit du coup des PI alpha I prime et D2 le produit des QJ bêta J prime. Et donc on a Q égale D1 D2 avec D1 qui divise N, D2 qui divise M, donc D1 D2 qui est bien un couple de Dn croix Dm, et donc on a la surjectivité, donc on a montré que pi était bien définie et qu'elle définissait bien une bijection de Dn croix Dm dans D de Nm. Allez, question 8, donc on prend f et g deux fonctions multiplicatives et on montre qu'alors f étoile g est aussi multiplicative. Donc allons-y, f étoile g de 1 c'est l'ensemble des d qui divisent 1 de f de d g de 1 sur d, donc ça fait f de 1 fois g de 1, est-ce que ça c'est nul? Évidemment que non, puisque f de 1 est non nul, g de 1 est non nul puisque f et g sont multiplicatives, et donc c plus fois c'est un anneau intègre, donc en contraposant on obtient que f de 1 fois g de 1 est différent de 0 puisque chacun des termes l'est. Voilà, maintenant on prend M et N dans donc des entiers naturels non nuls tels que le PGCD de M et N vaut 1. Dans ce cas, par la question précédente, pi ça établit une bijection de Dn croix Dm dans D de Nm. Donc on peut faire un changement de variable qui recourt à cette application pi. Donc f étoile g de nm, qu'est-ce que ça fait? Ça fait l'ensemble des d qui divisent nm de f de d g de nm sur d, par définition donc, du produit de convolution de Dirichlet de f et g évalué en nm. Donc l'ensemble des d qui divisent nm, qu'est-ce que c'est? C'est l'ensemble des dnm. Donc on remplace tout simplement. Et c'est là qu'on va utiliser la fonction pi pour faire un changement de variable. Donc on se retrouve avec une somme double des d1, d2 de dn croix dm, où on a remplacé d du coup par d1, d2 à chaque fois. Donc beau changement de variable. Et ensuite, f et g étant multiplicatifs, on peut couper f de d1, d2 en f de d1 fois f de d2, et g de nm sur d1, d2 comme g de n sur d1 fois g de m sur d2. Or D1 et D2 sont premiers entre eux, pareil pour N et M, donc N sur D1 et M sur D2 sont premiers entre eux, donc en fait les sommes sont disjointes, et donc on a F étoile G de NM qui vaut l'ensemble des D1 qui divisent du coup DN, des F de D1 G de N sur D1, donc ça fait exactement F étoile G de N, fois D2, donc la somme du coup des D2 de DM, de F de D2 fois G de M sur D2, donc ça fait exactement F étoile G évalué en M. Donc on a montré
que f étoile g de nm, c'était égal à f étoile g de n fois f étoile g de m. Et donc ça montre exactement que f étoile g est multiplicative. Et comme c'est vrai donc pour tout f et g, donc on a montré que si f et g étaient multiplicatifs, f étoile g l'est aussi. Question 9, bon, on prend f une fonction multiplicative et on veut démontrer l'existence d'une fonction g de l'énoncé par analyse synthèse. Donc on prend g dans m qui vérifie cette relation-là, la relation de l'énoncé. Et donc vu que par hypothèse g est multiplicative, c'est qu'on a g de 1 égale à 1. Donc ces deux relations, pour la fonction qui a g donc de n étoiles dans C, ça permet de définir g par récurrence sur les multiples des nombres premiers et en 1. Donc g elle est définie sur A qui est l'ensemble des p puissance k, où p c'est un nombre premier et k est dans grand N. Pourquoi dans grand N et pas dans grand N étoile? C'est comme ça. On a aussi le cas où p puissance 0, c'est-à-dire 1. Donc g est défini sur grand A, or la fonction elle a la valeur dans grand N étoile, donc il reste à la définir sur grand N étoile privé de A. Et pour ça, comment est-ce qu'on va faire? On va se ramener encore une fois à utiliser les facteurs premiers. Et donc on introduit la décomposition du facteur premier pour n dans n étoile. Donc c'est le produit des PI puissance alpha i, et donc Gn c'est g fois le produit, g du produit des PI alpha i. Et donc ça fait le produit des g de PI puissance alpha i, puisque g est supposé multiplicative. Donc, puisque les pays sont premiers entre eux, on peut sortir le signe produit du G. Donc voilà. Donc maintenant, on peut passer à la synthèse. On a G, la fonction de n étoile dans C, qui est définie par les relations 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles. La relation 3 étoiles, ça détermine bien une unique image de f par unicité de la décomposition au facteur premier, donc il n'y a pas de problème de définition. Et maintenant, il faut quand même montrer qu'elle est multiplicative. Pour ça, on prend m et n premiers entre eux. Et on écrit la décomposition en facteur unique, donc en facteur premier, qui est unique effectivement, mais bref. Donc m c'est le produit des PI et puissance alpha i, n c'est le produit des QJ bêta j, et comme n et m sont premiers entre eux, la décomposition en facteur premier de m fois n, c'est le produit des PI puissance alpha i fois le produit des QJ bêta j. Donc g de mn c'est g fois ce produit là, et donc par la relation 3 étoiles ça donne g du produit des PI à puissance alpha i fois g du produit des QJ bêta j. Ça donne g de m fois g de n. Donc g elle est bien multiplicative. Par ailleurs, on va montrer que f étoile g vaut bien delta. On va utiliser le lemme de la question 6 et se ramener à montrer que f étoile g de p à la puissance k vaut delta de p à la puissance k. Donc on prend p dans grand P et k dans n étoile. F étoile g de p puissance k, ça donne par définition l'ensemble des d qui divise p puissance k des g de d f de pk puissance d. C'est plutôt f de d g de p puissance k sur d, mais bon, ça change rien vu que f étoile g de p puissance k, c'est g étoile f de p puissance k. Donc bref, au final, vu que quels sont les nombres qui divisent p puissance k, c'est les choses de la forme p puissance i, où i se balade entre 0 et k. Donc on peut transformer f de d g de p puissance k sur d comme la somme du coup des f de p puissance i, g de p puissance k moins i. On sort le terme i égale 0, qu'est-ce que ça fait? Ça fait f de 1 fois g de p puissance k. Donc il va rester juste, vu que f de 1 vaut 1, vu que f est multiplicatif, il va rester g de p puissance k, plus la somme du coup pour allant de 1 jusqu'à k des f de p puissance i, g de p puissance k moins i. Or ça, par hypothèse, c'est g de p puissance k et pas g de pk, g de p puissance k, et donc tout ça, ça fait 0. Et on a montré du coup que pour tout f dans grand M, il existait une fonction g, donc qui est définie par la relation qui est donnée dans l'énoncé, telle que f étoile g égale delta. Deuxième question, on a montré que étoile ça définissait une loi de composition interne sur grand A. Par la question 4, étoile est associative. Par la question 1, étoile admet un neutre qui est delta. La question 8, elle montre que M est stable par étoile. La question 9, elle montre que tout élément de M admet un inverse à droite qui est lui-même dans M. Or la question 3, elle montre que comme étoile est commutative, en fait tout inverse à droite c'est aussi un inverse à gauche, donc c'est un inverse tout court, et donc tout élément de M admet un inverse qui est lui-même dans M. Donc tout ça, ça montre que M étoile c'est un groupe, et en plus de ça, vu que étoile est commutative, ce groupe il est abélien. Allez, donc on va regarder mu, donc une fonction arithmétique qui est la fonction de Mobius, et on va montrer que mu est en fait multiplicative. Par définition, mu de 1 vaut 1, qui est non nul.
De plus, si on prend m et n donc dans n étoiles au carré, avec m, donc le PGCD de m et n qui vaut 1, on écrit à nouveau la décomposition au facteur premier. La décomposition au facteur premier de mn, c'est ce produit-là. Si m n'est pas le produit de facteurs premiers distincts, ça veut dire qu'il existe un i0 dans un f tel que alpha, donc alpha i0 est supérieur ou égal à 2. Mais alors mn n'est pas non plus produit de deux facteurs, donc de facteurs premiers distincts. Et donc mu de mn, ça vaut 0, qui est mu de m fois mu de n, et mu de m vaut 0. Donc on a bien mu de mn qui vaut mu de m fois mu de n. Si n maintenant il n'est pas le produit de facteurs premiers distincts, de la même manière, on fait exactement de la même manière, mais avec n plutôt que m. Maintenant, si m et n sont respectivement un produit de f et r facteurs premiers distincts, alors mn c'est un produit de f plus r facteurs premiers, qui sont distincts puisque donc m et n sont premiers entre eux. Donc mu de mn c'est quoi? C'est moins 1 puissance f plus r. Or, c'est tout simple, il faut dire que c'est moins 1 puissance f fois moins 1 puissance r. Moins 1 puissance f, c'est mu de m, et moins 1 puissance r, c'est mu de n. Et donc, dans tous les cas, on a mu de mn qui vaut mu de m fois mu de n. Et donc, mu est bien multiplicative, la fonction de Mobius. Question 12, on va montrer que mu étoile 1 vaut delta. Pour cela, on va montrer que du coup, pour tout nombre premier, pour tout k donc non nul, mu étoile 1 évalué en p puissance k vaut delta de p puissance k. Donc allons-y, on prend p dans donc un nombre premier k dans n étoile. Mu étoile 1 de p puissance k, par définition, c'est l'ensemble des d qui divise p puissance k des mu d 1 de p puissance k sur d. Le 1 il dégage parce que c'est en fait la fonction identiquement égale à 1. Donc il va juste rester l'ensemble des d qui divisent p puissance k des mu d. Or, qu'est-ce qui divise les entiers de la forme p puissance k? C'est les entiers de la forme p puissance i, où i se balade entre 0 et k. Donc cette somme-là, ça devient la somme pour i allant de 0 jusqu'à k des mu de p puissance i. Donc il va rester mu du coup de 1, pas mu de 0, mu de 1 plus mu de p plus la somme allant de 2 jusqu'à k des mu de p puissance i. Dès que i est plus grand que 2, p puissance i c'est pas le produit de facteurs premiers distincts, donc la somme, cette somme-là elle est nulle. Mu de 1 vaut 1, mu de p vaut moins 1, parce que p c'est le produit d'un facteur premier distinct, lui-même. Et donc mu étoile 1 de p puissance k vaut 0, et 0 c'est bien delta de p puissance k. Et donc par application du lemme, on a montré que mu étoile 1 valait delta. Question 13, donc on prend f arithmétique et grand F arithmétique tel que f de n c'est la somme du coup des d qui divisent n des f de d. Donc on va montrer que f c'est mu étoile grand F. Allons-y, on se ramène encore une fois à la démonstration du lemme 6. Donc on prend p dans grand P et k dans n étoile et on va montrer du coup que f de p puissance k c'est mu étoile f de p puissance k. Donc mu étoile f de p puissance k, c'est la somme du coup des d qui divise pk des mu d de f de d sur p puissance k. Encore une fois, les d, les diviseurs de p puissance k, c'est les entiers de la forme p puissance i, donc on remplace. Et maintenant, on sort encore une fois mu de 1 et pas mu de 0, f de p puissance k, plus cette fois-ci mu de p, f de p puissance k moins 1, plus cette somme-là qui disparaît encore une fois parce que au-delà de i égale 2, on a plus de deux facteurs premiers communs, donc ça dégage. Et donc il va rester du coup mu de 1 valant, donc ça c'est mu de 1, valant 1, ça va faire 1, et ça vaut moins 1, on l'a vu à la question précédente. Donc il va rester f de p puissance k moins f de p puissance k moins 1. Et donc qu'est-ce que, par définition, donc de grand F, c'est la définition du coup, c'est l'ensemble des d qui divisent p puissance k f de d, moins l'ensemble des d qui divisent p puissance k moins 1. Ça, on refait un tour. Qu'est-ce qui divise p puissance k? C'est p puissance i pour i qui se balade entre 0 et k. Donc là, de la même manière, entre i et k-1, et donc là, on a une somme qui est télescopique, en fait. Il va rester juste le terme f de p puissance k. Donc on a montré, pour tout p premier, pour tout k dans n étoile, u étoile f de p puissance k vaut f de, donc petit f de p puissance k. Donc on a montré que f égale mu étoile grand F. Effectivement, c'est pas ce qu'on nous demandait exactement. Nous, on nous demandait de montrer que f de n, c'était du coup la somme du coup des
D qui divise n, mu de D, grand F de n sur D, mais c'est exactement équivalent à dire que c'est mu étoile, que petit f c'est mu étoile grand F, donc on s'est ramené à montrer ça et on a bien le résultat qu'il fallait démontrer dans cette question 13. Question 14, même combat, on veut montrer que phi égale mu étoile i, donc on va se ramener à la question 16. Donc mu étoile i de p puissance k, ça fait mu de d, donc la somme pour du coup des d qui divisent p puissance k, des mu de d i de p puissance k sur d, donc le i de p puissance k sur d ça devient p puissance k sur d, et encore une fois il va rester mu de 1, p puissance k plus mu de p, p puissance k moins 1, qui fait p puissance k moins p puissance k moins 1. Et donc, par ailleurs, on a que phi de p puissance k. Qu'est-ce que c'est? C'est p puissance k facteur de 1 moins 1 sur p. Donc ça, c'est une propriété du cours, ou d'ailleurs, je l'ai démontré dans une autre vidéo si ça vous intéresse, en utilisant des arguments de probabilité. Donc ça fait p puissance k moins p puissance k moins 1, donc on a récupéré que mu étoile i de p puissance k, ça fait bien phi de p puissance k, et donc on a montré du coup en utilisant le lemme de la question 6 que phi était égal à mu étoile i. Allez, donc question 15, on prend f une fonction multiplicative, g égale f étoile mu, on pose m la matrice donc, dont le coefficient est j, c'est f du PGCD de i et j, on pose d la matrice des diviseurs, donc le coefficient est j vaut 1 si j divise i, 0 sinon, de la même manière m' ça vaut gj si j divise i, 0 sinon, et on va montrer du coup, on veut montrer que m égale m' fois la transposée de d, donc on va regarder le coefficient ij de la transformée de m' fois la transposée de d, et on va regarder si ce coefficient est j, il est aussi égal à m. Donc par produit matriciel, m' fois la transposée de d, son coefficient est j, c'est cette somme-là. Et on se rend compte que mik', ça vaut gk si k divise i, 0 sinon, et d de jk, ça vaut 1 si k divise i, 0 sinon. Donc tout ça, dans la somme, il ne reste plus du coup que la somme des k qui divise i, k qui divise j, des gk, c'est-à-dire la somme des k divisant le PGCD de i et j, des g de k. Donc maintenant, en utilisant le raisonnement de la question 13, on pose grand G de n qui vaut du coup la somme des k qui divise n de g de k, où g c'est mu étoile g. Alors, vu que g c'est mu étoile f, en composant par mu, on a que mu étoile g, enfin plutôt en remplaçant g par mu étoile g, on a que du coup mu étoile g, ça vaut mu étoile f. De plus, on a montré que mu étoile 1, ça valait delta. Delta, c'est le neutre, donc on peut toujours écrire que g, c'est delta étoile g. Delta, on le remplace du coup par 1 étoile mu. On utilise l'associativité, on récupère mu étoile g, qui vaut lui-même mu étoile f. On utilise de nouveau l'associativité pour récupérer 1 étoile mu, qui vaut delta, et donc on récupère g qui vaut petit f, grand G vaut petit f. Et donc notre somme du coup des gk pour k qui divise i, donc le PGCD de i et j, ça vaut g de g du grand G pardon, du PGCD de i et j par cette égalité ici. Donc ça au final, vu que grand G c'est petit f, on récupère f de PGCD de i et j, et ça c'est exactement MIJ, c'est-à-dire le coefficient IJ de la matrice grand M, et donc par égalité des coefficients de matriciels, on a m égale m' fois la transposée de d. Question 16, donc on a m égale m' fois la transposée de d, donc on peut appliquer le déterminant. Donc on va avoir déterminant de m qui vaut déterminant de m' fois le déterminant de la transposée de d. Or le déterminant d'une transposée, c'est le déterminant de la matrice de base, donc on a cette égalité-là. Maintenant on va regarder le déterminant de m' et le déterminant de d. Donc d, qu'est-ce que c'est? C'est la matrice des dij qui vaut 1, si j divise i, 0 sinon. Donc dès que j est plus grand que i, dij vaut 0, et on a donc les coefficients di valent 1, puisque effectivement i divise lui-même, donc d elle est triangulaire inférieure avec que d1 sur la diagonale, donc son déterminant c'est le produit des éléments diagonaux, c'est-à-dire un produit de 1, et donc le déterminant de d, ça vaut 1. Donc on a det de m qui vaut det de m', et on espère que det de m' c'est le produit du coup des gk, ou des gi, donc invariablement c'est la même chose. Donc m', de la même manière,
Ça vaut GJ si J divise I, 0 sinon, donc elle est aussi diagonale inférieure. Et du coup, sur la diagonale, on a les GI, et donc le déterminant de M', ça fait le produit des GI, et donc on a que du coup le déterminant de M qui est égal au déterminant de M' qui vaut le produit des GI. Allons-y pour ces questions d'analyse. Donc on prend f une fonction arithmétique, s plus grand que l'abscisse de convergence de f. La caractérisation de la borne inférieure donne l'existence de t dans R tel que t est plus petit que s, tel que la somme des f de k puissance t converge. Mais alors, si on fait le quotient de f de k sur k puissance s sur f de k puissance t, donc on récupère du coup 1 sur k puissance s moins t qui tend vers 0 pour k qui tend vers plus infini, car s moins t est plus grand que 0. Les termes étant strictement positifs, on élimine éventuellement ceux qui ne le sont pas, enfin ceux qui sont nuls, plus précisément. Le critère de D'Alembert nous permet de conclure que la somme du coup, la série de termes générales f de k sur k puissance s, elle converge absolument, et donc on a le résultat que l'on voulait. Les question 18 qui est un peu costaud, donc on veut montrer, on suppose donc que pour tout R plus grand que le maximum des abscisses de convergence de f et g, de sorte que les deux séries Dirichlet convergent. On suppose que LF de R égale LG de R, et on veut montrer en fait que les les fonctions f coïncident. Pour montrer qu'elles sont égales, on veut montrer qu'elles coïncident sur n étoile, vu qu'elles sont définies sur n étoile. Et donc pour montrer ça, on va raisonner par l'absurde, et on va montrer que l'ensemble grand A des k d'un grand n étoile tel que f de k est différent de g de k, donc c'est-à-dire l'ensemble des valeurs de n étoiles sur lesquelles f et g sont distinctes. Vu qu'on veut raisonner par l'absurde, on sait que cet ensemble il est vide, et on suppose qu'il ne l'est pas, et on va aboutir à une contradiction. Donc on suppose que A est non vide. Comme A est inclus dans n étoile, A est pas vide. Vu que A est inclus dans n étoile et qu'il n'est pas vide, il admet un minimum qu'on note qu'à 0. On prend alors S plus grand que T, et en particulier on a toujours LF de S qui vaut LG de S, soit du coup la somme du coup des F de K moins G de K, K puissance S qui vaut 0. Donc en sortant le terme K0, il reste F de K0 moins G de K0 sur K0 puissance S, plus cette somme là qui vaut 0, en utilisant le fait que K0 c'est le minimum de A. Donc avant les F moins G vaut 0 avant. Donc voilà. Donc conclusion, en multipliant par k0 puissance s, on a f de k0 moins g de k0 plus k0 puissance s fois cette somme-là qui vaut 0. Et donc pour aboutir à une contradiction, il faut que ça, on trouve un moyen de l'annuler pour avoir f de k0 égale g de k0. Donc une bonne idée, c'est de remarquer qu'on a du s, et si on essaie de faire tendre s vers l'infini, peut-être que ça va faire disparaître ce terme-là. Si on passe à la limite dans cette égalité-là, peut-être qu'on va récupérer f de k0 égale g de k0, et donc bingo, c'est gagné. Donc on va poser h, la fonction qui est s va associer cet élément-là. On va montrer que la limite pour s qui tend vers plus infini de h de s vaut 0. Pour ça, on majore hs, donc on utilise trivialement, assez classiquement l'inégalité triangulaire. Voilà. Ensuite, k puissance s, on dit c'est que c'est k puissance s moins t fois k puissance t. On sort et ensuite on va majorer du coup, le bas pour récupérer k0 puissance s fois 1 sur k0 plus 1 puissance s moins t. Il reste cet élément-là fonction de t. Donc par hypothèse la série converge, donc le reste c'est une constante, donc ce terme là c'est une constante, on va la noter c de t. La norme de h de s elle est plus petite que c de t fois k0 plus 1 à la puissance t, fois du coup k0 sur k0 plus 1 à la puissance s. Donc le membre de droite il tend vers 0 pour s qui tend vers plus infini, donc h de s tend vers 0 pour s qui tend vers plus infini. Et en passant à la limite dans l'égalité, on obtient que f de k0 égale g de k0. Or k0 c'est le minimum de a, il appartient donc à a, et donc f de k0 est différent de g de k0, donc on aboutit à une absurdité. Donc f de k0 c'est g de k0, mais c'est en même temps pas g de k0, donc c'est absurde, c'est que a c'est l'ensemble vide, et donc pour tout k, f de k est égal à g de k, et donc f et g coïncident sur n étoile, et donc vu qu'elles sont définies que c'est sur cet ensemble, on a que f égale à g, et donc on a bien le résultat que l'on voulait montrer.
Question 19, donc on prend S plus grand que le maximum des abscisses de convergence donc de F et G, et on considère donc, le terme UPK, donc F de P sur P puissance S, G de Q sur Q puissance S, et on va montrer que une telle famille est sommable. Donc les séries F de P sur P puissance S, G de Q sur Q puissance S, elles convergent absolument par hypothèse. De plus, la série donc AQ, pour P fixer la série des valeurs absolues de UPK, qu'est-ce que ça fait? On peut sortir tout ce qui dépend de P puisque P est fixé. Il va rester donc la somme des G de Q, Q puissance S. Ça converge par le point précédent. De la même manière, maintenant, si je somme par rapport à P, il n'y a pas de souci non plus. Donc la famille UPK, elle est sommable. Et donc on peut la sommer. Et on se rend compte qu'on va récupérer, en sommant cette famille, LF de S fois LG de S. Donc on a déjà un bon début, parce que nous, on veut montrer que ça, c'est égal à LF étoile, L de F étoile G, le tout évalué en S. Donc pour ça, maintenant, pour récupérer LF étoile G, on va devoir sommer d'une manière différente, et pour ça, on va utiliser le théorème de sommation par paquet. Et on va devoir faire apparaître nos ensembles Cn qu'on a abandonnés depuis la première partie. Donc il faut dire que n étoile au carré, c'est l'union des Cn, ou donc les Cn, on rappelle ce que c'est les D1, D2 dans n étoile au carré, tel que D1, D2 égale à n. L'union, elle est disjointe, elle est dénombrable, et par sommation par paquet, on a LF de S, LSG de S, qui vaut du coup la somme pour n allant de 1 jusqu'à plus infini, des PQ d'un Cn de F de P, G de Q, P puissance S, Q puissance S. Et donc, on va calculer ça. Ça vaut du coup la somme du coup des PQ qui valent n des F de P, G de Q, PQ à la puissance S. Donc on peut sortir 1 sur n puissance S, et il va rester du coup la somme, donc 1 sur n puissance S fois la somme du coup des F de D, G de n sur D, et donc il va rester par définition, ça c'est le produit de convolution de F et G, le produit de convolution de Dirichlet de F et G évalué en n sur n puissance S. Et donc on a montré, du coup que, parce qu'il nous reste quand même la somme là, de n allant de 1 jusqu'à plus infini, donc en rajoutant la somme, on a que LF de S, LG de S, c'est la somme pour n allant de 1 jusqu'à plus infini des F étoile G de n sur n puissance S, et ça c'est rien d'autre que LF étoile G de S, donc on a LF étoile G de S qui vaut LF de S fois LG de S, et donc on a montré ce qu'on voulait, et ça c'est vrai qu'au-delà du maximum des abscisses de convergence de F et G pour que les deux séries convergent. Allez, donc un petit bonus, une application de ce sujet à la fonction de zeta de Riemann. Donc c'est pas ce que l'énoncé a privilégié, mais en tout cas on peut gratter des égalités assez sympas sur la fonction de Riemann. Donc on a montré à la question 19 que LF étoile G de S valait LF de S fois LG de S, donc ça donne quelque chose de sympa. On a montré en particulier que mu étoile 1 valait delta. Donc de cela on déduit que L de delta de S ça vaut L mu de S fois L1 de S. Or L de delta de S, on vérifie que ça vaut 1. L mu de S, on ne peut pas trop toucher, la définition c'est ça. Et L1 de S, qu'est-ce que ça fait? Ça fait la somme du coup des 1 sur n puissance S. Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est la fonction des états de Riemann. Donc on récupère 1 sur des états de S qui vaut la somme des mu n sur n puissance S. Donc c'est une égalité assez sympa qui fait du coup le lien entre la fonction des états de Riemann, c'est-à-dire l'analyse, et la fonction mu de Mobius qui est peut-être plutôt dédiée à l'arithmétique. Donc ça fait un premier pont sympa entre l'analyse et l'arithmétique par la fonction des états de Riemann. Maintenant, de la même manière, on peut gratter une autre égalité. On a mu étoile i qui vaut phi. Et donc, en remplaçant, on a L phi de S égale L mu de S fois L i de S. Donc L phi de S, on ne peut pas toucher. L mu de S, ça fait 1 sur n puissance S moins 1. Et L i de S, ça fait 1 sur n puissance S. Donc de tout ça, on a zeta de S moins 1 sur zeta de S qui vaut la somme du coup des phi de n sur n puissance S. Donc un autre pont entre l'analyse et l'algèbre. Voilà, donc c'est fini pour cette vidéo. En tout cas, j'espère que tu auras appris des choses. C'est un très beau sujet d'arithmétique, assez abstrait, même très difficile. En tout cas, c'est quelque chose d'intéressant. Et puis, il y a des applications quand même assez importantes, avec notamment cette fonction des états de Riemann, ou alors les autres applications qui auront été choisies par l'énoncé. En tout cas, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à mettre la cloche, parce qu'il y a plein de nouvelles vidéos qui vont sortir. Ce serait dommage de les rater. Salut!